Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo à destination des élèves de 3e. Et en ce beau lundi, nous allons faire le lien entre ce qu'on appelle la décolonisation et la guerre froide que nous avons étudiée la semaine dernière. Alors, la décolonisation, de quoi parle-t-on? On parle d'un mouvement qui va toucher toute la planète, des années 1940 jusqu'aux années 1970. Ce mouvement il va se caractériser par une chose, c'est l'indépendance qui va être prise par de nombreux territoires qui vont dès lors devenir de nouveaux États et prendre leur distance par rapport aux anciennes puissances coloniales. Et alors, on peut s'intéresser ici à plusieurs... Oh, attendez. Qu'est-ce donc? Ah, c'est le programme de 4e. Je parie que vous l'aviez oublié celui-là. C'est intéressant parce que je tombe pile poil sur la bonne page. Dans le programme d'histoire de 4e, on parlait justement des sociétés coloniales en fin d'année. Et de la colonisation. Alors je vous renvoie à vos cours de 4e justement pour revoir tout ça. Mais qu'est-ce qu'on pouvait en tirer? C'est globalement qu'au 19e siècle, les puissances européennes, elles s'étaient étendues à travers la planète, elles avaient étendu leur influence à travers la planète. En colonisant, c'est-à-dire en s'accaparant des territoires un petit peu partout dans le monde. Alors de plusieurs manières, soit par l'économie et la guerre, soit par la population. Il y a des colonies de peuplement, c'est-à-dire qu'on va importer des populations européennes dans un espace en particulier. Voilà ce que c'est une colonie, voilà ce que c'est la colonisation. Et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ces territoires-là, ils vont commencer à prendre leur indépendance. Alors pas par la magie, il va y avoir plusieurs modalités. Souvent, ça va être par le conflit, mais ça peut être aussi sans violence. Et vous allez avoir sur 3 décennies, entre 1945 et 1975, de très nombreux mouvements indépendantistes un petit peu partout dans le monde, justement. D'abord en Asie, et là je prends l'exemple traditionnel, c'est celui de l'Inde, qui dans les années 40 subit un mouvement très important pour réclamer son indépendance. Un mouvement, la plupart du temps, et en grande majorité pacifique, qui est dirigé notamment par 2 personnages, Jawaharlal Nehru et le Mahatma Gandhi. Et alors les deux prônent la désobéissance civile, c'est-à-dire le fait de tout simplement arrêter d'obéir à l'occupant britannique. Ça va fonctionner. L'Inde prend son indépendance en 1947, avec l'accord des Britanniques. Autre exemple, et là vous avez un peu plus de détails dessus dans le document de leçon que je vous ai envoyé, c'est le cas de l'Algérie française. Plus compliqué celui-là. Plus compliqué pourquoi? Parce qu'il s'est fait avec une grande violence. L'indépendance de l'Algérie s'est fait avec une grande violence. D'abord, parce que le gouvernement français refusait à tout prix cette indépendance de l'Algérie. Mais au final, elle a eu lieu quand même. Des mouvements terroristes ont éclaté en Algérie et on est rentré rapidement dans une vraie guerre ouverte entre ces mouvements, notamment le Front de Libération Nationale et l'armée française. Pour plus d'informations à ce sujet-là, je vous renvoie au document de leçon. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le rôle de ce mouvement de décolonisation dans ce monde d'après 1945 et notamment à travers la guerre froide. Alors comment on peut lier les deux? Comment on pourrait lier l'indépendance de nouveaux États en Afrique et en Asie et la question de la guerre froide qui voit 2 blocs, bloc de l'Est, bloc soviétique, et bloc de l'Ouest, bloc occidental, s'opposer? Comment on peut lier les deux? Il y a plusieurs choses. La première, c'est déjà l'appui que les 2 blocs vont apporter à la décolonisation. Je vous rappelle, la guerre froide, c'est une guerre qui n'est pas très habituelle, ou en tout cas, on n'en a jamais vu de telle à ce moment-là. La guerre froide, c'est une guerre qui se passe principalement sur le plan idéologique et culturel. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'opposer militairement par crainte d'une guerre nucléaire, tout simplement, et donc on va essayer de montrer sa puissance par d'autres moyens. Et un des moyens, c'est la communication internationale. C'est le fait d'avoir du prestige. Et pour avoir du prestige, il faut avoir des alliés. Les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique vont donc rentrer dans une sorte de concours à ce niveau-là. À qui soutiendra le mieux la décolonisation? Parce que la décolonisation veut dire en fait prise de liberté, prise d'indépendance des peuples colonisés. Et donc, si vous défendez la décolonisation, vous vous placez en défenseur de la liberté.
Et c'est une chose que cherchent à faire à la fois les Américains et les Soviétiques. Alors là, vous en avez des exemples très clairs dans les discours de Harry Truman ou de Jdanov. On a déjà parlé de ces deux personnages-là. Et vous avez une sorte de lutte d'influence à ce niveau-là, pour essayer d'amener les nouveaux États colonisés vers l'un ou l'autre des blocs. Alors ces nouveaux États, justement, qui naissent de ces mouvements d'indépendance, que ce soit pacifiquement comme en Inde ou de manière violente en Algérie, quand ils s'en sortent et comment ils s'insèrent dans ce monde, justement, où vous avez ces deux géants, l'URSS et les États-Unis, qui s'opposent. Plusieurs choses. Il y a d'abord de grosses difficultés, parce que oui, ces États ne sont pas des États développés. Très clairement, à leur naissance, c'est criant pour le cas de l'Algérie par exemple, mais aussi pour le cas du Sénégal ou pour le cas de l'Inde, vous avez des problèmes très importants qui vont se poser. Les puissances colonisatrices n'avaient déjà, pas forcément développé ces territoires. Elle les conservait surtout pour des aspects de domination internationale et pour des aspects de ressources, pour exploiter les ressources présentes sur place. Mais le but n'était pas de développer ces territoires, pour en faire des égaux de la métropole. Donc la plupart de ces États n'ont pas beaucoup d'industrie, ou pas du tout. Ils ont aussi des systèmes scolaires qui sont défaillants, des systèmes de soins qui sont défaillants. Les grands propriétaires terriens étaient souvent des occidentaux. Dès lors, tout le système agricole est à revoir aussi. Ce qui va causer beaucoup de problèmes de développement au sein de ces États. En Inde, ça va se traduire par ce qu'on appelle la révolution verte. Le gouvernement indien, à partir des années 60, va faire appel aux engrais chimiques, à une agriculture intensive pour essayer de nourrir sa population, parce qu'il faut agir vite. En fait, ces pays sont devenus rapidement des pays pauvres. C'est le cas aussi de l'Algérie. L'Algérie, par contre, elle va pouvoir s'appuyer sur ses ressources pétrolières pour continuer à se développer. Mais tout ça ne va pas sans difficulté en termes d'éducation, en termes de santé, etc. Donc on a des nouveaux États qui sont dans des situations très très complexes, très difficiles. La malnutrition et la sous-nutrition en Inde vont avoir un nombre de victimes tout à fait conséquent. Bon, face à ça, ces États ne vont pas rester sans réagir. Ils vont s'unir. Ils vont s'unir par plusieurs conférences. D'abord à Banguen en Indonésie, ensuite à Belgrade en Europe. Et le but de ces conférences, ça va être de mettre tout le monde autour de la table. On parle ici de 25 à 30 États qui vont se réunir lors de ces deux conférences, et des nouveaux États indépendants, notamment l'Égypte, l'Inde. On parle aussi là de la Yougoslavie dirigée par Tito. On parle de représentants de l'Algérie, ou en tout cas du Front de Libération Nationale avant que l'Algérie soit indépendante. Donc voilà, vous avez de grands dirigeants de ces États qui vont se réunir et se mettre d'accord sur une stratégie. Alors quelle va être cette stratégie? Elle va consister en plusieurs choses. D'abord la coopération. Coopération entre ces États, sur le plan économique et culturel. Et ensuite la neutralité dans la guerre froide. Ça va être un des points les plus importants. Ça va se concrétiser par ce qu'on appellera le mouvement des non-alignés. Le mouvement de ceux qui ne s'alignent ni sur le bloc de l'Ouest, ni sur le bloc de l'Est. Pourquoi cette stratégie? Pourquoi refuser de rejoindre un camp ou l'autre dans la guerre froide? L'objectif, il est simple, il est déjà de se montrer comme les défenseurs de la paix. Ces États vont rapidement prendre position et appeler les deux blocs, soviétiques et occidentaux, à négocier et à se désarmer. Donc ils vont prendre position très officiellement et se poser en défenseurs de la paix mondiale. Alors derrière, il y a aussi un intérêt un peu plus personnel pour ces États. C'est l'intérêt du développement économique et de pouvoir profiter de l'aide et des soviétiques et des américains. Parce que si vous rejoignez officiellement le bloc de l'Est, les Américains ne vous enverront plus aucune aide au développement. Et si vous rejoignez officiellement le bloc de l'Ouest, les soviétiques vont vous rayer de leur carnet d'adresse aussi. Donc se poser dans cette neutralité, eh bien ça permet de jouer sur les deux tableaux. Donc il y a plusieurs avantages. Ça permet d'éviter d'être accaparé par une guerre ou d'avoir un conflit armé qui se déclenche sur son sol. Ça permet de bénéficier de l'apport des Occidentaux et des Soviétiques, et ça permet de se présenter en défenseur de la paix. Voilà ce que défend ce mouvement des non-alignés.
Et c'est quelque chose qui va avoir un effet important, à tel point qu'on va commencer à parler de tiers-monde. On n'a plus simplement un monde bipolaire, États-Unis contre URSS, mais on a un tiers-monde, une troisième voie, qui est représentée par ces nouveaux États, nouvellement indépendants, issus de la décolonisation. Alors il y a un autre soutien important qui a eu lieu pour la décolonisation de ces États, c'est le soutien de l'ONU. Celui-là, on en reparlera. Je vous promets là d'ici la fin de semaine de nouvelles vidéos d'explication par rapport à ce mouvement de décolonisation. L'essentiel à retenir de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment cette position de ces États décolonisés dans la guerre froide. Nouveaux États indépendants qui donc vont se placer dans une position de neutralité et éviter de rejoindre l'un ou l'autre des deux blocs. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez aimé, je vous encourage à laisser un petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.